Donc il y a trois chroniques régulières, 3 rendez-vous qui seront très importants et qui représentent un peu ce socle de la revue, qui est toujours la revue chrétienne des personnes handicapées, de leur famille et amis. C'est un peu un triptyque. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Tugdual Derville. Donc je fais dans l'ordre de l'apparition dans la revue. Tugdual Derville. Bonjour Tugdual. Bonjour Cyril. Donc on te connaît. Je rappelle simplement que tu as fondé À Bras Ouverts il y a quelque temps déjà, et que tu es aujourd'hui délégué général d'Alliance Vita. Voilà, et dans la revue, tu vas traiter tous les 2 mois de questions éthiques autour de la vulnérabilité. Merci à toi. Merci. Ensuite, d'un jour dans l'ordre d'apparition dans la revue, on a Sophie Lutz. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Alors Sophie, tu es une habituée d'Ombre et Lumière, ça fait maintenant 9 ans que tu écris tous les 2 mois, et je ne veux pas te flatter, mais les lecteurs plébiscitent vraiment ta chronique, et c'est la première chose qu'ils lisent, et ils me disent très souvent. Donc on a choisi de continuer avec toi et te donner un peu plus d'espace avec une pleine page, et ton sujet ce sera la famille, handicap et famille. Voilà, continuer à vivre un petit peu avec toi ce quotidien auprès de Philippine, ta fille touchée par un polyhandicap. Et enfin, j'accueille Véronique Dufief. Bonjour Véronique. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Véronique. Véronique, vous êtes enseignante, vous êtes écrivain et vous êtes touchée par une maladie qui s'appelle la bipolarité. Voilà, vous allez chroniquer dans chaque numéro autour du thème de la spiritualité, de la fragilité. Voilà, merci beaucoup d'être là et merci d'avoir accepté cette tâche. Alors, j'ai envie de vous donner la parole à chacun un tout petit instant pour nous dire pourquoi vous avez accepté de travailler avec Ombre et Lumière. Tugdual. Merci Cyril. Je me disais dans le noir là qu'on ne voyait pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai enlevé mes lunettes et je vois plein de choses, en fait, plein de couleurs dans mon cerveau. Et en fait, les couleurs m'ont beaucoup été apportées par Ombre et Lumière quand j'étais tout jeune, avant même de fonder À Bras Ouverts. Je ne sais pas très bien comment. Vous savez, c'est des revues aussi qui traînent, qui ne se jettent pas, qu'on garde, qu'on rouvre. Et j'avais été sensibilisé à ce que j'appelais, ou ce que j'appelle maintenant la spiritualité du pauvre, du petit, au travers de ce qu'on lisait de Jean Vanier, de Marie-Hélène Mathieu. Et donc, pour moi, Ombre et Lumière, je tombais dedans presque quand j'étais jeune, adolescent. Et j'ai découvert ensuite que la revue n'était pas née d'une idée, mais elle était née d'une expérience, et des expériences justement de l'Arche de Foi et Lumière, de l'Office chrétien des personnes handicapées, que c'était incarné, que c'était juste comme la fleur qui était sortie de ses racines, de ce ressourcement continu, qu'elle n'était ni angélique, ni désespérée. Et je suppose que tous ceux qui l'ont dirigé jusqu'à Cyril aujourd'hui prennent vraiment bien garde à ne pas sombrer dans l'une ou l'autre, un ou l'autre des écueils. Voilà, et depuis que moi je suis ami de personnes handicapées qui ont réjoui beaucoup ma vie, et aussi j'ai vu beaucoup de larmes et de souffrances, je sais que cette revue est un lieu de vraie consolation, où épreuve et joie deviennent compatibles sans s'exclure. Et j'ai été très touché qu'on me propose d'y écrire. J'espère ne pas dénaturer cette revue parce que je pourrais y écrire, parce que j'écris sur des sujets sensibles, on marche sur des œufs, il y a d'énormes souffrances, d'énormes peines, toujours le risque d'être incompris sur ces sujets, d'être indélicat, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Voilà. Merci Tugdual. Sophie? Eh bien moi, Ombre et Lumière est venue à moi, je ne suis pas tombée dedans. Ombre et Lumière est vraiment venue à moi parce que je ne serais pas venue peut-être à Ombre et Lumière. Parce que j'ai cette réticence en moi que je porte depuis que je suis maman de Philippine. Cette réticence de l'associatif qui viendrait qui viendrait m'envahir, un associatif handicap qui viendrait m'envahir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette espèce de crainte. Et donc la Providence a bien fait les choses, que Ombre et Lumière est venue à moi très délicatement par la voix de Marie-Vincente à l'époque, et pour m'inviter direct à écrire, ce qui fait qu'avant d'être une lectrice, même avant de connaître la revue, j'étais invitée à écrire. Et donc en fait elle m'a pris par le bon bout, parce que de me demander d'écrire, j'aime tellement ça que voilà, elle m'a séduite.
Et après coup, j'ai découvert la revue. Enfin, après coup. Du coup, j'ai découvert la revue. Et du coup, ça m'a apprivoisé. Ça a apprivoisé cette crainte que j'ai. Ouais, cette crainte. Enfin, vous savez, qui est simplement due au fait que le handicap, il est déjà à 100% dans ma vie et que j'ai toujours peur qu'il y en ait plus qui se rajoutent et que je puisse pas en accueillir davantage. Et voilà. Et donc, et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui se produit en accueillant la parole d'Ombre et Lumière. C'est pas un envahissement et c'est pas un surplus. C'est un compagnonnage. Peut-être qu'il y aurait d'autres mots à trouver, mais une manière de se sentir moins seul et une manière de déposer un certain nombre de poids, de déposer des larmes aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est rare qu'on lise un Ombre et Lumière sans verser une petite larme à un moment ou à un autre. Sans sourire beaucoup aussi, certainement. Mais voilà ce qu'est Ombre et Lumière pour moi. Merci Sophie. Véronique? Alors, moi j'avais entendu parler d'Ombre et Lumière déjà il y a quelques années par une amie qui est maman d'un enfant qui est dyspraxique. Et à l'époque, elle m'avait communiqué un numéro spécial sur la bipolarité. Et puis, quand j'ai publié le livre de témoignages sur la bipolarité, Ombre et Lumière a été la première revue à m'ouvrir ses colonnes. Et donc j'ai fait vraiment la connaissance d'Ombre et Lumière à travers Florence Châtel, qui est venue gentiment me voir à Dijon. Et c'est vrai que depuis que je lis la revue, d'abord, il m'arrive quelque chose qui m'est jamais arrivé auparavant quand j'ai pu être abonnée à différentes autres choses, c'est que je lis vraiment la revue intégralement de A à Z et que j'ai vraiment envie que mon assiette soit vide à la fin de la lecture et que j'ai vraiment tout vu, tout regardé, tout écouté. Et ce qui pour moi est assez extraordinaire, à la fois dans la revue Ombre et Lumière et à l'OCH, c'est cet esprit de famille tellement chaleureux, voilà, avec le sentiment qu'on est de plein pied les uns avec les autres, qu'on est vraiment ensemble et qu'on est peut-être d'autant plus ensemble qu'on est plus fragile. Et puis, par rapport à toutes les vicissitudes que traverse l'Église en ce moment, pour moi, Ombre et Lumière, c'est une Église vivante qui est vraiment enracinée dans la réalité de la vie, qui ne se dissipe pas, qui ne s'égare pas, qui ne se perd pas dans des débats qui pourraient vite devenir abstraits ou voilà. Et donc non seulement on est proche de la réalité, mais on est proche les uns des autres. Et pour moi, cette proximité des uns avec les autres, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réel dans la réalité. Donc je trouve que voilà, c'est une grande chance, un grand cadeau et même une grâce de pouvoir être accueilli dans la famille d'Ombre et Lumière. Et je pense que c'est un sentiment partagé par toutes les personnes qui lisent la revue ou qui sont engagées aussi avec l'OCH. Merci Véronique. Alors je vous propose d'évoquer un petit peu le thème que nous avons choisi pour ce petit déjeuner. On va pas pouvoir tout dire, mais je vous propose d'amorcer cette réflexion. Alors, on vous a proposé de réfléchir à la question: la fragilité peut-elle sauver le monde? Alors bien sûr, on peut faire le lien avec Noël, cet enfant de la crèche qui vient sauver.
Voilà, mais j'avais envie, c'est une question qui est provocatrice aussi dans notre monde. J'avais envie d'entendre à chroniqueurs, à chacun, ce que vous inspirait ce thème. Est-ce que tu es d'accord pour commencer donner quelques idées? Oui, je suis bien obligé et, de répondre à cette demande et ne sachant pas lire en braille, je suis obligé aussi d'assumer la fragilité de propos sans notes, comme tu l'as fait, Cyril. Au fond, quand j'ai entendu cette question, est-ce que la fragilité va sauver le monde, je me suis dit, c'est l'illusion de toute puissance qui risque fort de nous perdre, en retournant un petit peu la question. Mais pas seulement, sans doute, pas seulement. Car cette fragilité, c'est aussi ce qui nous relie, ce qui nous rend aujourd'hui dépendants de personnes non-voyantes qui nous ont installés ici, et sans elles, on se serait bien bousculé. Donc il y a quelque chose de mystérieux, d'étonnant, et qui se retrouve dans le mot humanité. Quand on réfléchit à ce qu'est l'humanité dans le temps où nous sommes pris, moi le premier, dans une compulsion de toute puissance, de réussite, de projets à réussir, de choses, et c'est sans doute vrai aussi, je pense, pour Ombre et Lumière, il y a bien sûr des choses à réussir, un lancement à réussir, etc. Quand on est pris par cela, on risque de perdre le sens du mot humanité. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un fasse preuve d'humanité, si ce n'est qu'il se penche vers un plus faible, un plus fragile, vers peut-être sa propre fragilité. Faire preuve d'humanité, ça veut dire relever celui qui est par terre plutôt que de l'écraser, peut-être pardonner à celui qu'on pourrait condamner. C'est bien ça le mot humanité. Et à partir du moment où il n'y a plus de fragilité, il n'y a plus d'humanité. Et c'est un risque dans une société qui prône les 3 A, c'est-à-dire l'avoir, l'autonomie, l'activité, dans l'autre sens, l'avoir, l'activité, l'autonomie. Moi je pense qu'il y a 3 primautés qui sont à cultiver pour simplement, finalement, revenir au réel de notre humanité, parce que la question, la fragilité, peut-elle sauver le monde, c'est cette illusion d'être tout-puissant qui risque de nous détruire. Eh bien, les 3 primautés, c'est l'être sur l'avoir. Voilà, ce que je suis crie plus fort que ce que je dis, et sur mon lit de mort, je me retrouve à être. Je n'ai plus rien, je serai dépossédé de tout. Et c'est peut-être là, parfois, on l'a remarqué les uns ou les autres, qu'il se passe des choses stupéfiantes dans l'ordre de la relation. 2e primauté, la relation prime sur l'activité. Et ça, moi je l'ai beaucoup expérimenté à bras ouverts, où nous sommes rendus compte, et je pense que c'est l'expérience de chacun, que ce qui compte, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Même si j'aime bien la pêche à la ligne et qu'en tant qu'homme, j'ai tendance à aimer les activités, faire des choses, etc., je me rends bien compte que ce qui compte à l'arrivée, c'est ce qui nous a mis en relation. On n'écrit pas un poème, on ne fait pas de la musique pour soi-même. Ça doit être partagé. La relation prime sur l'activité. Et puis la 3e primauté, la tendresse prime sur l'autonomie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'infantiliser les uns ou les autres, mais on se rend bien compte, et moi je l'ai expérimenté aussi avec quelques proches, à quel point à un moment donné de nos vies, c'est la tendresse qui compte. Et alors je me suis souvent dit que les personnes fragiles, celles que j'ai vues à bras ouverts en particulier, étaient, je ne voudrais pas les idéaliser bien sûr, j'ai entendu aussi ce qu'a dit Sophie, que je comprends bien, bien sûr, le fait qu'il ne s'agit pas de se noyer dans la question du handicap, bien sûr aussi. Mais j'ai remarqué à bras ouverts que mes amis étaient souvent des surdoués en humanité. Il y avait quelque chose d'étonnant, comme si les plus fragiles étaient devenus désormais, plus encore qu'autrefois, des marqueurs de l'humanité. Parce que je travaille pas mal sur le transhumanisme et je vois que certains promettent une humanité, je les cite, omnisciente, omnipotente, immortelle. Nous serons comme des dieux, disent-ils. Et je risque de ne pas l'avoir par cœur, mais la citation d'un des co-découvreurs de l'ADN, qui s'appelle Crick, qui dit tout nouveau-né, tout enfant nouveau-né devra subir des tests concernant sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Fin de citation. Et il y a peut-être 2 mots qui manquent, mais en gros c'est ce qu'il dit. Et c'est un magnifique scientifique. La science nous sauve, la science nous a sauvés certainement parce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ne sont pas mortes en couche et que heureusement la science et la médecine fait des progrès. Mais à partir du moment où elle décrète l'invulnérabilité,
où elle décrète, comme le faisait Pierre Simon en son temps, que il s'agit maintenant de la vie, dit-il, donner la vie désormais, et je le cite encore, c'est donner la vie à un enfant non handicapé. Donc on voit que l'injonction de toute puissance, eh bien, elle vient contredire la réalité de notre fragilité. Et Philippe Pozzo di Borgo, vous connaissez, bien sûr, qui est à l'origine d'Intouchable, lui dit approchez-vous de moi, touchez-moi, voyez-moi qui suis non présentable, réconciliez-vous avec votre part de vulnérabilité. Et donc ces personnes fragiles ne sont que des personnes humaines comme vous, comme nous tous. C'est nous-mêmes qui sommes fragiles. Hein. Tout être humain est, comme le dit Gertrude von Lefort, est comme un petit enfant inconsolable. Et donc c'est juste consentir à notre humanité que de consentir à la fragilité. Voilà ce qui me vient. Voilà ce qui me vient à l'instant. Il y a donc quand même comme un bras de fer qui s'établit entre l'homme fragile et l'homme augmenté, entre l'homme mortel et l'homme invulnérable. Et dans ce bras de fer, moi, ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est le bonheur est entré dans ma vie par la rencontre avec des personnes porteuses de handicap, parce que je pense que ça m'a aidé à accepter mes propres limites. Voilà. Je terminerai peut-être en disant que il y a une expérience universelle, et elle transparaît très fortement dans les lignes et les numéros successifs d'Ombre et Lumière. C'est l'expérience de l'émerveillement devant le mystère de la fragilité humaine, justement. Alors, revue chrétienne, hein, c'est Jésus qui tressaillit de joie sur l'action de l'Esprit Saint et qui dit Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Et je pense que c'est une expérience universelle. La dignité humaine, c'est chacun d'entre nous, on en fait l'expérience un jour, que ce soit avec un détenu, peut-être avec un migrant, avec une personne nomade alors qu'on est sédentaire, avec un parent devenu très âgé et très dépendant, avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Je viens de ce journaliste qui me disait qu'il devait faire une enquête sur ces personnes Alzheimer. Il est allé, il a dit, je voudrais qu'on m'en rencontre, mais pas seulement qu'on m'en parle. On l'a mis dans une chambre avec une personne grabataire qui ne disait rien, et il a dit qu'il avait fait une expérience humaine comme jamais dans sa vie. Un envahissement d'une présence. Voilà, cette présence qui était plus forte que tout ce que cette personne ne pouvait plus ni dire ni faire. Et je crois que cette expérience de l'émerveillement devant l'humanité du plus fragile, elle est absolument salutaire, oui, pour notre monde. Si on ne la fait pas, on sombre dans l'autonomisation des personnes qui se croient, nous croyons à ce moment-là autosuffisants, autonomes et tout-puissants, et nous nous coupons les uns des autres. Il y a une deuxième expérience, et j'en aurai terminé, qui est l'expérience complémentaire. Je pense qu'aussi elle est très belle et très douloureuse. C'est quand à un moment donné, on n'y croit plus. C'est-à-dire le plus fragile, le plus vulnérable, eh bien, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être peut-être nos propres vulnérabilités, nous semblent inhumaines. Martin Stephens a écrit un livre qui s'intitule Tout ce qui est inhumain. Qu'est-ce que c'est le titre qui se souvient Rien de ce qui est inhumain voilà, ne m'est étranger. merci Cyril. Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. Et là, c'est plus l'émerveillement, c'est l'effondrement, et il s'agit de faire le pari de la dignité. Et je pense que ce qui est aussi très, très salutaire pour l'accueil de cette fragilité, c'est d'accepter de ne rien parfois y comprendre, d'accepter de consentir au mystère, comme on consent aussi au mystère de la mort, au mystère de l'imprévisible dans la rencontre. Et il y a quelque chose aussi qui peut nous sauver de nos compulsions de toute puissance et de projet, qui est cet accueil d'une fragilité qui est un abandon. Je ne maîtrise pas, voilà. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour, dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a quelque chose de cet ordre aussi, de consentir aux larmes, à la peine, au deuil, enfin tout ce que... Sophie, je te passe la parole sur cette question, la fragilité peut-elle sauver le monde? C'est particulièrement provocateur pour une maman comme toi. Ouais. Mais d'abord, je voulais dire mon émotion là, d'être en train de vivre ce moment qui me rapproche de Philippine, parce que Philippine, elle est aveugle. Et alors, Philippine, elle est d'abord polyhandicapée, et souvent les personnes ne savent pas qu'elle est aveugle, et elle a un regard qui ne révèle pas qu'elle est aveugle. Quelquefois, les personnes aveugles, on le voit dans leur regard, elles ont un regard un peu tourné vers l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qui est beau dans leur visage, c'est qu'elles ont le regard tourné vers l'intérieur. Et Philippine, elle, ça se voit pas. Et il y a des personnes qui la connaissent depuis longtemps, quelquefois, qui, quand on leur révèle que Philippine ne voit pas, qui sont toutes étonnées. Ils disent, ah bon Et donc là, je suis émue parce que je vis ce qu'elle vit tout le temps.
Et, et du coup, je la sens proche de moi. C'est beau. Et, et donc, effectivement, cette question-là, la fragilité peut-elle sauver le monde? Elle me donne un espèce de gros frisson, parce que vous allez peut-être pas voir le lien, mais moi, la question qui est associée à ça, c'est quelle personne je serais s'il n'y avait pas eu Philippine dans ma vie? Et ça me provoque un peu une angoisse. Je me dis, mais pourquoi? Parce que je me dis, mais la Sophie qui vit depuis 16 ans avec Philippine, je la préfère à la Sophie qui ne connaissait pas encore Philippine. Et du coup, voilà, qui je serais. Et c'est fou ce que je suis en train de vous dire, parce que ça veut dire qu'en fait, la présence de Philippine me permet de m'aimer moi-même. C'est quand même incroyable. Je l'ai réalisé voilà, avec cette question qui me saisit vraiment physiquement presque. Quelle personne je serais devenue si elle n'était pas dans ma vie, si elle n'était pas là. Et du coup, si je subvertis un petit peu la question, enfin, ou je la transforme ou je me l'approprie, qu'est-ce que ça veut dire, quelle personne je serais devenue? Ça veut dire de quoi Philippine m'a sauvée finalement? De quoi la fragilité de Philippine m'a-t-elle sauvée? Qu'est-ce qu'elle m'a obligée ou qu'est-ce qu'elle m'a invitée à être ou à faire que je n'aurais pas été ou que je n'aurais pas fait si elle n'avait pas été là? En tout cas, tu m'autorises, Cyril, à avoir un peu changé ta question. Bien sûr, En fait, bien sûr, ça fait pour. mais c'est la même, hein, c'est la même. Parce que vous voyez, si la fragilité peut sauver le monde, de quoi Philippine m'a sauvé? De quoi la fragilité de Philippine m'a sauvé? Alors d'abord, elle m'a obligée, Philippine, à me limiter et à renoncer. Vous savez, je témoigne souvent dans les lycées et les jeunes, ils posent très très souvent la question, pouvez-vous avoir une vie normale, entre parenthèses, travailler, virgule, voyager, 3 petits points, fermez la parenthèse. Donc, une vie normale, travailler, voyager. Alors, c'est vrai qu'avec Philippine, les voyages, c'est un des renoncements, évidemment. Enfin, on fantasme pas tellement en famille sur des voyages à tous les 6. Mais j'ai dit l'autre jour aux jeunes, parce qu'en fait, j'ai laissé passer cette question sans avoir noté trop cette histoire du voyage. Et je me rends compte que Philippine est un voyage, que Philippine me fait voyager intérieurement, énormément, que peut-être c'est elle qui m'a le plus déplacée dans son immobilité. Et du coup, ce que j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, évidemment, je suis limitée, je renonce au voyage géographique. Alors, je renonce pas totalement, mais au moins familialement, on renonce quand même. Il y a un certain nombre de contraintes qui fait qu'on est moins mobile, c'est vrai. Je renonce au voyage géographique, mais je renonce pas au voyage intérieur. Et donc, peut-être Philippine m'a sauvée d'un certain immobilisme. La deuxième chose que Philippine m'oblige à faire, ce serait, de m'accepter, de mieux m'accepter, de mieux me connaître et du coup de mieux connaître, mieux accepter les autres. Mon petit Joseph, là, qui a 7 ans, il a écrit une carte à Noël pour ses grands-parents que j'ai trouvée très touchante. Il a mis « Chers grands-parents », cher, c'est H-A-I-R, grands-parents. Ouais, je ne vous dirai pas toutes les autres fautes d'orthographe, mais tout était comme ça. Chers grands-parents, merci d'accepter mes cousines et moi. Je trouve que vous êtes les meilleurs grands-parents du monde, un truc comme ça. Mais ce qui m'a touchée, c'est cette phrase « Merci d'accepter mes cousines et moi ». Parce qu'il a pointé là le besoin sans doute le plus fondamental qu'on a, c'est d'être accepté. Et moi, je vois que Philippine m'a appris à l'accepter, elle,
Et puis, elle m'a appris à me connaître en train de l'accepter. C'est-à-dire que j'ai découvert quelqu'un en moi que je ne connaissais pas, quelqu'un de généreux, qui pouvait accepter une Philippine. Et en même temps, elle m'a permis de connaître la vérité aussi de ce que j'avais énormément de mal à accepter. Et du coup, je pense qu'elle me sauve d'une fausse image de moi-même. C'est-à-dire que je suis obligée de faire la vérité sur moi-même, de voir que je suis généreuse, j'accepte des choses, et puis je suis aussi très limitée, j'accepte pas un certain nombre d'autres choses, où j'ai du mal, et je le fais avec difficulté dans le temps, etc. Un jour, il y a un médecin qui m'a dit, on l'avait rencontré, on avait beaucoup sympathisé lors d'une opération de Philippines, et je pense qu'il nous idéalisait pas mal, Damien et moi. Il était en admiration et il voulait tout faire pour Philippine. Il s'est démené pendant. C'était une opération très lourde et il a tout fait pour elle. Enfin, il était surinvesti, enfin très investi auprès d'elle, et quelqu'un de croyant. On avait un protestant, on avait partagé. Enfin voilà. Et je le revois il n'y a pas très très longtemps pour quelque chose de beaucoup moins important. Je le revois et puis je lui dis mais. Il prend des nouvelles de Philippine et je lui dis elle est devenue pensionnaire Philippine pendant la semaine. Et là, il me dit j'aurais jamais cru ça de vous. Et son j'aurais jamais cru ça de vous, c'était du genre vous avez abandonné Philippine en fait. Enfin, vous l'avez. Elle est pensionnaire, donc en fait, vous êtes devenus comme les autres parents, quoi. Vous êtes plus les gens. Et j'ai vu à quel point il était dans une fausse image. Et moi, j'ai vu ça un peu consterné, son erreur, enfin son appréciation erronée. Et je me suis dit, mais moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai accepté dans Philippine. Je sais mes limites aussi. Et je sais, et ça m'amène à mon troisième point, que là où Philippine me sauve, je sais que j'ai absolument besoin d'être aidée. Que je ne peux pas porter toute seule Philippine et qu'il n'y a pas d'abandon dans le fait de se faire aider. Il y a juste la vérité de notre être et de nos capacités limitées et qui n'efface pas notre générosité. Et il n'y a pas très longtemps, je fais par petites histoires parce que Marie-Vincente m'a appris ça, à parler par petites histoires. Il n'y a pas très longtemps, à la fin d'une conférence, il y a une dame qui est venue me voir pour me donner une espèce de malédiction. C'était un peu terrible. Elle me dit, vous comprenez, votre fille, elle a 16 ans, la mienne, elle a 32 ans. Quand votre fille aura 32 ans, vous parlerez plus comme vous faites. Vous verrez que c'est simplement horrible et insupportable. C'était terrible, hein. C'était terrible. Et elle dit à ce moment-là, elle était vraiment révoltée. On voyait je voyais sa révolte et sa souffrance. Elle était vraiment mal. Et elle me dit, vous voyez cette horreur de soigner les escarres de ma fille depuis 32 ans, la voir souffrir, etc. Et intérieurement, moi je pensais, enfin je ne l'ai pas pensé tout de suite parce que j'étais très choquée par sa souffrance, enfin, et puis elle m'agressait pas mal, donc c'était sur le coup j'ai pas pu penser, mais après je me suis dit mais pourquoi t'obliges-tu à soigner ces escarres? Pourquoi c'est pas une infirmière qui soigne les escarres de ta fille? C'est la question que j'aurais aimé pouvoir lui poser sans la blesser d'ailleurs, en essayant d'y mettre de la douceur. Et pourquoi est-ce qu'une infirmière ne peut pas venir? Et voilà, c'est pour dire que c'est pas gagné, mais Philippine me sauve de la fausse idée de penser que je peux tout faire. Elle m'apprend que je suis limitée, et moi aussi, fragile moi aussi, et que
j'ai absolument besoin d'être aidée, que je ne peux pas porter toute seule. Et enfin, mon dernier point, c'était de dire qu'elle me sauve qu'elle m'oblige à sortir de moi-même, mais à sortir de moi-même, mais à pas s'enfuir. Elle m'oblige à ne pas fuir. C'est très très tentant. C'est une question des jeunes tout le temps aussi que je rencontre. C'est étonnant. Ils disent: n'avez-vous pas été tenté de tout abandonner? Ou n'avez-vous pas envie de tout arrêter? C'est vraiment une question qui les habite. Alors, c'est des questions de jeunes. En tant que parents, on est un peu moins léger que ça. On sait très bien qu'on ne peut pas quand même partir. Alors, il y a des cas dramatiques d'abandon, mais quand on a la responsabilité d'enfant, on ne part pas comme ça aussi facilement qu'ils pourraient le croire. Mais du coup, Philippine, elle me fait méditer et réfléchir sur cette affaire de la fuite. Parce que moi, ça m'arrive évidemment de vouloir fuir, non pas à l'autre bout de la terre, mais fuir. Il y a plein de manières de fuir dans son quotidien, de fuir les choses. Et avec Philippine, on est auprès d'elle. Voilà, à la fois on sort de soi-même pour lui donner ce dont elle a besoin, et en même temps, on est sommé de rester là, de ne pas s'en aller, de ne pas se fuir non plus. Voilà, les petits points qui me frappent sur cette fragilité qui peut nous sauver de plein de nos tentations. Merci. Merci Sophie. Véronique, est-ce que vous voulez partager quelque chose? On a dit qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais... De toute façon, je vais être courte. D'abord, je voudrais dire que je suis, comme Sophie, très émue, même presque bouleversée d'être dans le noir avec chacun de vous. Parce qu'au fond, cette petite expérience qu'on fait tous ensemble ce matin, elle est totalement hors du commun, c'est-à-dire que on va à la rencontre les uns des autres dans le noir. On ne peut pas être piégé par les apparences. Si la personne qui prend la parole a un tremblement dans la voix, elle ne peut pas donner le change en souriant. Et ce qui est bouleversant pour moi, c'est que même si je ne vous connais pas tous personnellement, je sens à l'émotion qui monte un peu comme la mer dans mon cœur, qu'on est tous reliés par le tréfonds. On est tous reliés par le tréfonds, et cette expérience-là, qu'on est un tous ensemble, c'est pas une expérience qu'on peut faire quand on est dans le registre de la puissance, de la performance ou même de la santé. Et quand on est entré dans cette salle, on n'est pas rentré chacun de son côté. On avait la main sur l'épaule de la personne qui est devant nous. Donc, dans le noir, on est entrés tous ensemble, reliés les uns aux autres et guidés par quelqu'un qui, pour plein de raisons, pas simplement à cause du handicap, mais pour plein de raisons, connaît mieux le noir que nous. Et ça peut paraître bizarre parce que généralement, quand on représente le paradis, on le représente comme un lieu de lumière. Mais pour moi, ce matin, j'ai l'impression de faire une expérience qui ressemble au paradis. Je pense à une réflexion de Simone Veil qui dit une femme belle qui se regarde dans la glace
peut croire qu'elle est le reflet que lui renvoie le miroir. Une femme laide sait que l'image qu'elle donne d'elle-même aux autres la trahit, ou que les autres vont pouvoir se laisser leurrer par cette apparence qui est décalée par rapport à la réalité de sa vie intérieure. Et il me semble que une des grâces de la maladie ou du handicap, même si dans le cas des maladies psychiques, il y a souvent des comportements de déni parce que c'est trop difficile d'accepter qu'on puisse être fou ou aliéné, hein, j'emploie les termes crus exprès. Quand on accepte la réalité de sa maladie, de son handicap ou de sa fragilité, on sait qu'il y a une part importante de soi où on ne peut pas mentir, où on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est meilleur que les autres quand on est malade, c'est pas du tout ça, parce que moi je suis la première à oublier que je suis malade les matins où je me réveille en forme. Et il y a une petite expérience très drôle qui m'a beaucoup fait rire l'été dernier. On a acheté une nouvelle voiture plus puissante que l'ancienne, et une des premières fois que j'ai pris le volant toute seule dans la voiture, j'avais mes lunettes de soleil, et au volant de ma voiture, avec toutes mes turbines sous la main, avec mes lunettes de soleil, et ben j'avais mis la radio à fond, et je me la suis pété. Je me la suis pété. Et donc vraiment je suis la première à oublier que je suis fragile. Et vraiment voilà. On est tous logés à la même ancienne pour ce qui est de la toute-puissance et pour ce qui est de la tentation toujours de s'y croire un petit peu. Et donc ce savoir fragile, c'est une grâce, parce que effectivement, les matins où je me réveille et où il n'y a pas le peps, et où la santé n'est pas au rendez-vous, je sais que ma journée fragile, elle a toutes les chances. Maintenant, je le sais à l'avance, alors qu'avant, je ne pouvais me le dire qu'après. Il a fallu que je m'habitue à faire cette expérience positive de pas y être, enfin, ou de pas être à la hauteur. Et ces jours-là, je sais maintenant, quand je me réveille de travers le matin, que cette journée, elle va avoir la beauté d'une flamme de bougie, c'est-à-dire de quelque chose de tout petit, qui vacille au moindre souffle, et qui pourtant apporte une lumière et apporte quelque chose qui est la vie même, c'est-à-dire la fragilité. Et il me semble que c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre les uns des autres, que c'est pas seulement que la fragilité sauvera le monde, c'est que la fragilité, c'est l'être du monde. Et que on ne peut se rencontrer les uns les autres que sur le lieu de notre fragilité consentie et partagée. Merci Véronique. Merci beaucoup. Le temps a passé vite dans le noir. On va se retrouver dans la lumière et vous pourrez continuer à échanger, à poser des questions aux chroniqueurs ou à l'équipe de rédaction. Je voudrais passer la parole une toute petite minute à notre président de l'OCH. Donc vous savez que la Fondation OCH porte et publie la revue Ombre et Lumière. C'est tout un, l'OCH et Ombre et Lumière. Je voudrais donner la parole à Emmanuel Belluto. Un petit moment. Un tout petit moment, j'ai bien compris. Merci, vraiment très brièvement, parce que ce qui est vraiment important a été dit par Cyril, Duval, Sophie et Véronique. Juste une chose que j'ai envie de vous dire, et puis une deuxième que j'ajouterai à titre personnel après ce que vous venez de vivre. La première, c'est juste de vous dire l'importance, la place de la revue, de notre revue dans l'action de l'OCH. La Fondation est à la fois très forte, très ambitieuse. Notre charte nous fixe l'objectif d'accueillir la fragilité, les demandes, les attentes de familles handicapées. Il est évident qu'on n'arrivera jamais au bout de cet objectif, et en même temps, notre fragilité, qui est aussi notre marque de fabrique, nous n'avons des ressources que
d'aléatoire, de ce sont des dons, mais c'est ce qui fait aussi notre personnalité. Et nous avons 3 leviers pour dire cette action. C'est pas moi. Cette action. Le premier, c'est susciter la rencontre, grâce à notre service écoute-accueil, qui reçoit des appels, qui reçoit des personnes, plusieurs milliers par an, par les événements que nous créons, qui est un peu aussi la marque de fabrique de l'ECH, à l'attention des mamans, des pères de famille, des grands-parents, des enfants qui sont concernés par le handicap, des frères et sœurs. Le deuxième levier, c'est l'appui financier que nous pouvons apporter aux associations, ceux qui ont des projets. Nous versons chaque année 250-300 000 euros de subventions. Et puis il y a la revue, il y a Ombre et Lumière, qui nous permet de démultiplier cette action, de démultiplier les contacts, de tendre la plume, de tendre la main à des gens qui sont loin, et qui attendent souvent ce contact tous les 2 mois comme un lien privilégié. Je voudrais juste terminer par quelque chose que je n'avais pas prévu de vous dire, mais que, à titre personnel et en tant que père d'une jeune femme polyhandicapée, ce que nous venons de vivre m'inspire une chose, c'est que elle me fait penser à la difficulté que nous avons parfois à être compris, à être vu. Le terme aujourd'hui prend toute sa dimension par notre société qui n'a pas toujours conscience de ce que vivent les familles, des difficultés qu'elles vivent, de la solitude qui est la leur, mais aussi, et je le ressens comme ça, des joies qui peuvent se vivre malgré et avec et dans le handicap, des espérances, des beautés, de la dignité, de la grandeur de ma fille et de toutes les personnes qui s'adressent à nous. Et je me demande finalement si on n'a pas besoin, si on n'avait pas besoin de cette obscurité vécue aujourd'hui, en tout cas moi je l'ai ressenti avec beaucoup d'émotions comme ça, pour voir encore plus la grandeur, la beauté de toute personne, qu'elle soit ou non